Nous revoici ensemble pour la 53e édition du Club de la Presse, une édition spéciale à plus d'un titre, puisqu'elle boucle la première année de cette émission. Le Club de la Presse, comme vous le savez, donne déjà principalement la parole aux professionnels des médias pour exprimer leurs avis sur l'actualité, mais l'émission fait également parfois recours à d'autres personnes ressources, telles des experts, des personnalités politiques, etc. Une édition spéciale donc, disais-je. Aujourd'hui, nous traiterons un seul sujet. Vous vous en doutez bien, il s'agit de l'absence, pour le moins remarquée, du gouvernement burundais et du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, au 5e round du dialogue inter-burundais. Les travaux ont été ouverts hier avec un jour de retard à Arusha en Tanzanie. Et donc, la facilitation s'est retrouvée face aux seuls représentants de l'opposition interne et externe. La question de base, simple, est qu'espérer de ces travaux qui se tiennent sans le principal interlocuteur qu'est le gouvernement? Pour en parler, nous sommes avec trois invités. Jean-Marie Vianney Hichu-Burundi, président de l'AJBE, l'Association des journalistes burundais en exil. Bonjour. Bonjour et joyeux anniversaire au Club de la Presse. Merci beaucoup. On va peut-être sabrer le champagne. Alexandre Nyungeko, n'est-ce pas? Vous êtes président de l'UBJ, l'Union des journalistes du Burundi. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Emmanuel Nyangurutse, représentant de la plateforme de l'opposition en exil, Senared, au Rwanda. Bonjour. Bonjour et bon anniversaire. Merci beaucoup. Bienvenue à tous les trois à cette 53e édition du Club de la Presse. Alexandre Nyungeko, pour commencer avec vous, vous venez tout fraîchement d'Arusha où vous avez représenté l'UBJ, qui était l'une des organisations de la société civile qui ont été invitées par le Bureau de la facilitation en consultation pour exprimer vos propositions pour une sortie de crise du Burundi. Qu'est-ce que vous avez convenu avec le facilitateur? Fraîchement, ça serait trop dire parce que ça fait quand même près d'une semaine que je suis ici. Donc là, donc les consultations, c'était le samedi et dimanche dernier. Et le travail qui nous avait été soumis par l'équipe de la facilitation, c'était de donner nos points de vue sur 4 questions principales. Il y avait la question en rapport avec les questions politiques, des questions en rapport avec le processus électoral, des questions en rapport avec la situation socio-économique et humanitaire et des questions sécuritaires. Pour nous, d'abord, il a fallu dresser d'abord le contexte dans lequel évolue le pays, pour montrer, justement, pour battre en brèche les déclarations toujours du gouvernement pour dire que la paix règne dans le pays, que le pays va très bien. Et donc, il a fallu énumérer tous les problèmes auxquels font face le Burundais au quotidien. Et pour montrer effectivement une situation d'un pays où il y a toujours des exécutions extrajudiciaires, des arrestations intempestives, des gens qui sont maintenus dans des cachots, dans des prisons, avec des tortures et tout ça. Vous savez, tout le calvaire qui est régulièrement épinglé par des rapports, que ce soit des rapports des organisations de la société civile burundaise ou des rapports même des organisations internationales. Et nous avons dit qu'il y a, par rapport à ça, il y a des préalables. Avant de traiter toutes ces questions-là, qu'il y avait d'abord des préalables. Et ces préalables, c'était notamment, surtout que, d'abord, on soit clair, qu'est-ce qu'on veut réellement? Est-ce qu'il y a d'abord un problème? Est-ce qu'on veut trouver solution à ce problème? S'il y a un problème, il faut qu'effectivement, il puisse y avoir des négociations inclusives. Parce que... Et ne plus parler de dialogue? Parce que c'est ça, c'est là où se trouve le problème, à mon avis. Parce que la facilitation, la médiation n'a pas toujours voulu dire clairement ce qu'on veut. Parce que s'il y a un problème, est-ce qu'on dialogue ou on négocie? Quand il y a conflit. S'il n'y a pas conflit, s'il y a conflit, on dialogue ou pas, on négocie. S'il n'y a pas conflit, on n'a pas besoin de cela.
Et donc là, je pense que que ce soit la facilitation et la médiation, ça a été, dès le départ, une mauvaise appréhension de la question de la situation. Et donc, pour ne pas... Parce que là, on a dû produire un document d'une dizaine de pages. Donc, principalement, c'était pour dire, voilà, il y a des choses, des préalables. Il faut qu'on reconnaisse qu'il y a... Mais est-ce que vous pensez que les propositions vont être prises au sérieux? Bon, ça, ce serait... Je ne sais pas. D'abord, pour vous dire le contexte dans lequel d'abord on avait été invité, je rappelle qu'il y avait... C'est toujours cette exclusion basée sur le fait qu'il y en a qui sont poursuivis par des mandats, les fameux mandats émis par le gouvernement de Bujumbura. Et aussi, la facilitation a été honnête, disant que normalement, la session de consultation avec la société civile n'était même pas prévue. Il y a eu pression venant de l'Union africaine et des Nations Unies pour qu'effectivement la société civile puisse être consultée. Ne fût-ce que participer. Ne fût-ce qu'être consultée. Ne fût-ce qu'être consultée. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces consultations? Attendons, voyons, peut-être ceux qui se trouvent à Arusha, probablement, nous diront-ils qu'ils ont eu à travailler sur le document qu'on a produit. Emmanuel Ngengurutse, le facilitateur a convié à la session des membres du Sénarède, parmi ceux qui ne sont pas sous mandat d'arrêt émis par le gouvernement burundais, au programme la feuille de route des élections de 2020. Exactement ce que propose le pouvoir de Pierre Nkurunziza. De son côté, le Sénarède a soumis une série de conditions préalables pour que la tenue de ces élections soit possible et inclusive. Mais est-ce que finalement le simple fait d'évoquer ces élections ne revient pas à jouer le jeu de Pierre Nkurunziza? Ah non. Il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans le piège de l'adversaire. Il ne faut pas croire qu'on n'est pas d'accord avec les élections. On est d'accord avec les élections. Parce que le problème, ce ne sont pas les élections. Dans un régime démocratique, n'est-ce pas, l'arbitrage... Mais alors pourquoi en parler dans ce cas? Attendez. Non, attends. L'arbitrage est fait par le peuple qui donne le pouvoir. C'est un conflit de pouvoir, apparemment. Là, c'est un conflit de mauvais exercice du pouvoir. Mais on veut des gens qui exercent correctement le pouvoir, suivant l'intérêt national, suivant l'intérêt de tout le monde. Maintenant, les élections, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce sont les préalables. Ce sont les conditions préalables. C'est le contexte qu'il faut absolument mettre en place pour arriver. C'est arriver. Les élections, c'est la fin du parcours pour rétablir la paix au Burundi. Ce n'est pas le début. Le début, alors, pour le Sénarède et pour l'opposition même intérieure, c'est le rétablissement de l'accord d'Arusha, de la Constitution qui en est issue. Et trois, maintenant, le contexte de l'organisation de ces élections. La sécurité pour tout le monde. Est-ce que tout le monde... Il faut d'abord que les gens rentrent d'exil, que les gens quittent les prisons. Il faut que les tueries cessent, que les milices soient démantelées, que la police et l'armée soient républicaines, comme c'est inscrit dans la Constitution, que la magistrature soit indépendante, pour pouvoir arbitrer tout ça, n'est-ce pas? Et alors après, on reviendra sur le cadre légal des élections, notamment la loi qui l'organise, et la CENI, une CENI neutre et indépendante, qui puisse assurer l'intégrité des élections. Donc il ne faut pas refuser les élections. Les élections, c'est bien, on est d'accord, mais il faut les préparer en mettant en place un ordre constitutionnel conforme à l'accord d'Arusha. Il faut le rétablir, il existe déjà. Et non pas travailler sur la constitution de 2018, une constitution de Pierre Nkurunziza. Ce n'est pas une constitution de l'État burundais, c'est une constitution de Pierre Nkurunziza et sa petite équipe. Et rétablir donc l'accord d'Arusha, rétablir les conditions de sécurité, rétablir les droits et libertés, l'intégrité des partis politiques, les médias et la presse doivent être rétablis dans leurs droits, et les droits d'expression, de manifester, de s'assembler, de se réunir, il faut qu'ils soient intégralement rétablis. Maintenant, ça n'existe plus, tout ça c'est fini. On est dans un régime totalitaire.
Donc, si on parle des élections, on dit d'accord. Mais là, on est parlons des élections. Là, on est encore parti pour des années. Ah ben, absolument. C'est pourquoi nous disons les élections peuvent bien avoir lieu en 2020 ou après. Ou avant, si Dieu le veut, comme dirait les musulmans. N'est-ce pas? Pourvu que tout ce contexte-là soit bien en place. C'est ça, en fait. Jean-Marie Vianney Tchouburundi, l'AJBE a rendu public un communiqué dans lequel vous interpellez les participants au 5e round à ne pas penser uniquement au partage du gâteau et passer outre les vraies préoccupations des Burundais, dont le rôle de la justice pour enquêter et poursuivre les auteurs des crimes. Vous doutez donc de la bonne foi des acteurs politiques qui sont présents à Arusha? Non, non, moi je ne doute pas de la bonne foi de ces acteurs politiques qui sont à Arusha. Seulement, ça fait longtemps qu'il y a des tractations qui tendent à amnistier certains hommes politiques pour qu'ils rentrent sous prétexte de ces mandats internationaux émis par la justice burundaise. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent rentrer, être amnistiés, et puis on oublie carrément les raisons de l'exil. Tout ça, les raisons d'exil, l'insécurité, les tueries qui continuent, les assassinats qui continuent, tout ça. Et puis, ils oublient encore qu'ils veulent que la justice pénale internationale peut-être ne s'occupe pas de leur dossier. Hein? Ils veulent aussi que le gouvernement, ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, soient amnistiés. C'est ça ce que nous ne comprenons pas. Nous sommes contre cette... Mais qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous pousse à croire ça? Non, ça se voit. Il y a toujours des tentations qui sont en train d'être faites par les acteurs politiques, par les membres du gouvernement. Hein. Ça se voit, ça se voit. Emmanuel Ngungulutse est en train de rigoler. Je n'ai pas cité le cas du Sénarède. Si parmi ces gens, parmi ces acteurs politiques, il existe des gens du Sénarède qui cessent vraiment de jouer sur les victimes. Ils vont rentrer seuls. Nous devons rester, il y aura toujours des opposants qui vont réclamer l'intérêt général. Mais quand vous parlez comme ça veut dire que vous pensez la même chose que Jean-Marie Vianney? Si c'est vrai. Au cas où c'est vrai. Mais l'histoire nous en dira, l'histoire récente nous en dira. Jean-Marie Vianney... Excusez un peu, pour revenir sur les consultations dont vient de parler tout de suite mon ami Alexandre. Avec la société civile. Avec la société civile. Vraiment, c'était une bonne chose que les acteurs de la société civile, les gens des médias, les responsables des médias étaient conviés à ces consultations. C'était une bonne chose. Mais ce qui est regrettable, c'est que ces consultations, est-ce que vraiment la médiation, est-ce qu'il va prendre compte de ces propositions de la société civile? Parce que, comme vient de le dire Alexandre, c'est par pression qu'ils ont été invités. Parce que la médiation avait son propre agenda. Les consultations avec la société civile, ce n'était pas à l'agenda de la médiation. Là, je doute très fort que les propositions qui ont été avancées par les acteurs de la société civile seront prises en compte par la médiation. Et qu'en est-il de vos propres propositions? Est-ce que vous pensez qu'elles ont encore un sens du moment que le gouvernement ne participe pas? Ah là, ça c'est une autre chose. Et ce qui est arrivé avec le boycott du gouvernement et du parti CNDD-FDD à ce 5e round, de dialogue, je voulais parler de négociation, alors qu'apparemment il n'y a pas de négociation, c'était prévisible. Le gouvernement burundais, le parti CNDD-FDD n'ont jamais voulu négocier directement avec les interlocuteurs, les véritables protagonistes de la crise burundaise. Et puis c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose pour se camoufler là. C'est une gifle vraiment que le gouvernement a donnée à la médiation. Parce que la médiation a été toujours complice avec le gouvernement burundais. C'est le gouvernement burundais qui décidait la liste des gens qui doivent participer à ces négociations. Des fois même l'agenda, le point à l'ordre du jour de ces négociations. Mais là, c'est une bonne chose. Vraiment, je crois que la médiation va tirer une leçon. Alexandre, Jean-Marie Vianney vient de parler de sa crainte que ceux qui sont à Arusha peuvent peut-être négocier des amnisties, une levée des mandats d'arrêt. Est-ce que vous nourrissez la même crainte? Ça vraiment, c'est quelque chose qu'on a dû exprimer, que pour nous, il faudra éviter tout compromis alors qui viendrait remettre en cause la
la justice pour les victimes, qui remettrait en cause la recherche de la vérité sur ce qui se passe et qui viendrait consacrer l'impunité. C'est quelque chose vraiment que nous avons, sur lequel on a insisté dans le document, qu'il faudra vraiment éviter tout compromis qui viendrait pour amener une immunité ou une amnistie sur des crimes qui ont été commis. Parce que c'est cela qui, finalement, devient aussi à la base de crises qui deviennent de plus en plus cycliques. Et donc, c'est clair que pour nous, cette crainte, effectivement, on l'avait et on a dit, plus de grâce, évitons encore une fois de léguer au Burundi ce genre de situation qui deviendra encore une fois un problématique d'ici quelques années. Emmanuel, certains membres du Sénarède qui n'ont pas été invités ont écrit au facilitateur pour lui demander effectivement de ne pas considérer, de ne pas du tout parler de levée de mandat d'arrêt. Pourquoi est-ce que ce message n'a pas été emporté par les délégués du Sénarède directement? Est-ce que ce n'est pas un signe de division? Non, ce n'est pas un signe de division, pas du tout, c'est un partage de rôle. Et ils ont écrit parce qu'ils sont directement concernés. Je vous fais également remarquer que parmi ceux qui sont visés par les mandats d'arrêt internationaux émis par l'autorité judiciaire, entre guillemets, burundaise, parce qu'elle n'existe pas réellement, il y a aussi des gens de la société civile. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est que ceux qui sont mandatés par le Sénarède et qui sont à Arusha, ils savent très bien que la ligne rouge à ne pas dépasser, même s'il y avait négociation, c'est qu'ils n'accordent pas, ils n'acceptent pas, ils ne négocient absolument pas sur une éventuelle immunité supplémentaire, une immunité provisoire ou une amnistie. En ce qui concerne les crimes du troisième mandat. Donc ça c'est interdit. Vous rassurez Jean-Marie Vianney? Absolument, ça c'est interdit. Donc ils sont ensemble sur ce point-là. Sur ce point-là, c'est clair, c'est une ligne rouge. Parce qu'en fait, même l'immunité provisoire accordée par l'accord d'Arusha et qui a été mal gérée par le CNDD-FDD, c'est celle-là qui nous fait aboutir finalement à ces situations. Ces gens-là, il ne faut que continuer les crimes qu'ils ont commis auparavant. Normalement, si on avait appliqué correctement l'accord d'Arusha, il y aurait eu déjà une sévère, dotée également de compétences judiciaires, et aussi un tribunal spécial pour le Burundi. Je ne doute pas, en ce instant, que certains de ces criminels actuellement, qui commettent des crimes contre l'humanité aujourd'hui, auraient été visés par le tribunal spécial. Donc c'est une continuation. Le crime, l'impunité démultiplie le crime. C'est ça, en fait. Mais qu'est-ce qui peut expliquer... Donc on ne pourra plus tenter de faire ça actuellement. Qu'est-ce qui peut expliquer des suspicions comme celles qui sont émises par Jean-Marie Vianney? Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Il est l'auteur de cette question. Moi, je n'en ai pas du tout. Parce que, de toute façon, même ceux qui ont écrit la lettre, ils l'ont adressée aux facilitateurs, pas aux négociateurs. Parce que les négociateurs, en tout cas, venant de leur rang, ils savent bien que c'était une ligne rouge à ne pas dépasser. Nous sommes habitués vraiment à un double langage des politiciens. Je suis un peu rassuré par ce que vient de dire Monsieur Emmanuel, mais je garde des doutes. D'accord. Jean-Marie Vianney. Non, ce qui se fait, c'est que le pouvoir, c'est de Bujumbura, ils demandent ça. C'est eux qui sont demandeurs d'amnistie. Ils en bénéficient depuis longtemps, ils en abusent, et ça leur permet de continuer à commettre des forfaits, là. Mais de notre côté, du côté de l'opposition, on connaît un seul individu, une seule personnalité, un seul parti politique qui puisse se réclamer encore une fois une immunité ou une amnistie concernant ces crimes-là. Jean-Marie Vianney, comme le gouvernement et le CNDD-FDD ne sont pas représentés, pour vous, est-ce que ceux qui sont à Arusha devraient remballer illico leurs affaires, ou vous pensez qu'ils peuvent rester et donc arriver à quelque chose? Rester pour quoi faire? Moi, je me demande pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là.
s'ils étaient partis, c'était pour dialoguer avec le gouvernement et le parti CNDD-FDD. Juste au moment où ils avaient constaté l'absence de ces protagonistes, ils devaient vraiment, à mon avis, les acteurs politiques de l'opposition devaient quitter la ville d'Arusha, devaient rentrer. Parce que je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Ils sont en train de dialoguer avec qui? Ils vont préparer, apparemment, on leur a donné un texte, un agenda, un programme. Et ils doivent donner des suggestions sur quoi? Sur la feuille de route des élections, je ne sais pas, NTB et Kayanza. En ce qui concerne la feuille de route de Kayanza, ils n'ont rien à dire parce qu'ils n'étaient pas partie prenante de cette feuille de route. En ce qui concerne la feuille de route d'Antébé, je ne connais pas vraiment le contenu de cette feuille de route d'Antébé. C'est toute l'opposition, c'est la proposition de l'opposition. C'est la proposition de l'opposition. C'est la voie de sortie de crise, pas des élections. Ce ne sont pas comment organiser les élections. Mais à l'agenda du 5e round, c'était des négociations. C'était la feuille de route. C'est pourquoi il y a des négociations intercroisées. Apparemment, même les politiciens, vous avez même oublié l'origine, la cause même essentielle de la crise burundaise. C'était quoi? C'était le 3e mandat. On n'a pas oublié. Alexandre, il vient d'évoquer la question. Quelle est votre position? Est-ce que vous pensez qu'il est possible de négocier, de parler effectivement de ces feuilles de route d'Arusha, de parler des élections de la part de l'opposition en l'absence du gouvernement? À mon avis, je pense que pour être sage, on ne devrait pas, comme ils ont évité, ils ont donné la bonne foi, et que la facilitation leur dit « donne-nous une proposition », on ne craquerait pas la porte, à mon avis. C'est une question de courtoisie et de montrer que vraiment on a cette bonne volonté de trouver des solutions. Et donc pour vous, ça justifie le fait de rester à Arusha? Pour moi, rester à Arusha en train de travailler pour donner leur contribution en disant que nous, ce que nous voulons, pour avoir une position commune, je trouve que ce n'est pas superflu. Ce n'est pas superflu, parce que aussi, claquer la porte et retourner, qu'est-ce que tu retournes avec quoi? En fait, il faut essayer de mettre sur la balance. Si tu restes au moins, tu produis un document avec les différents acteurs qui sont là, et tu dis, voilà, nous, notre position commune, c'est celle-ci. Et si tu claques la porte et que tu retournes chez toi, je ne vois pas de plus-value. La plus-value peut se retrouver au niveau de ce document qu'ils pourront produire et qui pourra être cette fois-ci utilisé d'ailleurs contre le gouvernement. Et je suis d'ailleurs du même avis que Pancras Michimae qui déclarait hier que le gouvernement en fait les a facilité la tâche du moment que, sachant très bien que même si le gouvernement avait envoyé par exemple comme la dernière fois un simple fonctionnaire, ça aurait été une participation, mais avec quelle plus-value? Et donc vous pensez que les chefs d'État peuvent changer d'avis, étant donné que c'est eux qui ont décrété, tout comme le gouvernement, qu'il s'agit du dernier round? Je pense que là, ils se sont trompés de A à Z. Parce qu'en fait, tu ne peux pas décréter que c'est le dernier round, alors que il n'y a même pas encore eu de premier round de négociation. Parce que je reviens à ce que j'avais dit au départ. Parce qu'il n'y a jamais eu de négociation. Maintenant, plutôt, je pense que la communauté de l'Afrique de l'Est devrait se rendre à l'évidence de son échec cuisant et de jeter le tablier et de remettre le dossier à d'autres organisations, notamment l'Union africaine et les Nations Unies, pour prendre en main cette question burundaise, parce qu'en fait, il s'est avéré que la communauté de l'Afrique de l'Est est incapable, carrément incapable de pouvoir trouver une solution. S'il vous plaît. Oui. Moi, je trouve effectivement que c'est vraiment sage que ces gens, les gens de l'opposition, ils étaient invités, ils devaient effectivement répondre à l'invitation. Je trouve sage qu'ils ont répondu à l'invitation. Mais ce que moi je trouve inopportun, c'est qu'ils ont été invités pour un dialogue. Alexandre l'a bien dit, ils sont restés là peut-être pour travailler. Peut-être vous êtes vraiment très sceptique. Hein? Pas pour dialoguer. Effectivement, s'ils restent là pour travailler, ils pouvaient même dialoguer entre eux, oui, mais pas négocier. En Belgique, dialoguer, oui. Et travailler de l'autre côté ou dans une autre ville, Karusha. Parce que là, ils étaient invités pour un dialogue avec le gouvernement, avec le parti CNDD-FDD. Mais au moment où
les vrais protagonistes, c'est-à-dire le gouvernement... Jean-Marie Vianney, si tu prends ça, dès le premier négociation, il n'y a jamais eu de négociation. Parce que pour te dire, ça veut dire que pour toi, il n'aurait même pas fallu aller là-bas. Parce qu'on savait très bien que ce qu'ils vont faire depuis le premier round, il n'y a jamais eu de négociation en tête-à-tête entre l'opposition et le gouvernement. Jamais. Jamais, je sais. Ça, jamais. En fait, pour vous... Et ça a été dénoncé par l'opposition. Vous avez tous dénoncé le monologue, c'était le gouvernement qui parlait. Pour vous départager, même la facilitation a dit jusqu'à la dernière minute qu'ils ne savaient pas que le gouvernement et le parti au pouvoir ne viendraient pas à ce 5e round. Ils ont appris leur absence à la dernière minute. On leur a même accordé 48 heures supplémentaires pour décider de venir à Arusha. Non, ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas venir. Parce que les signes étaient là-bas. Les signes étaient là-bas. Quand on a constaté que déjà les fameuses gongos, c'est des organisations gouvernementales, parce que ce n'est pas non gouvernemental. Donc c'était la société civile du gouvernement. Elle n'a pas répondu à l'invitation. Et ça, c'était un signe. Et je pense, et aussi, il y avait eu la déclaration du porte-parole du gouvernement et la déclaration du secrétaire général du parti. C'était pour dire que le mois d'octobre, c'est un mois de deuil. C'est clair qu'ils le savaient très bien. Et on le sentait même dans l'équipe de la facilitation, on voyait bien qu'ils étaient fâchés par cette situation. Et donc, juste, ils se sont rendus à l'évidence, effectivement, après que, voilà, les menaces que Bujumbura avait émis est devenu réalité. Mais je dis, à mon avis, voilà, et puis, c'est donc la facilitation. Qui se rend compte que l'opposition reste à Arusha. Ouais. J'ajoute, je donne un peu d'ajout à ce que Alexandre a dit. S'il reste là à Arusha en train de travailler, de se concerter, c'est une très bonne chose. Je vous fais remarquer qu'il y a une opposition qui habite au Burundi et une opposition extérieure. Ce n'est pas tous les jours qu'ils se rencontrent, que les deux se rencontrent. Donc, ils ont profité de ce cadre-là pour harmoniser le violon, pour produire une seule position et pour éventuellement s'entendre des stratégies sur le futur. Est-ce que ça, ce n'est pas une bonne occasion pour ça? Et surtout que le médiateur... Est-ce qu'il fallait attendre l'absence du gouvernement et du parti CNDD-FDD pour qu'ils se mettent ensemble? S'il vous plaît. C'est une aubaine dont ils profitent, sans doute. Voilà, faveur de terminer. Assez rapidement. Parce que c'est à l'occasion. Parce qu'il devait toujours rester à Arusha, même s'il y avait dialogue. Mais ils retournent là-bas, ils craquent la porte. Et ils font exactement comme ce que fait le gouvernement. Finalement, qui va accuser l'autre de quoi? Je pense que ce qu'ils ont fait, c'est bien. Donc la politique de la chaise vide. Jean-Marie Vianney, c'est la dernière question maintenant. On a parlé, le facilitateur a dit que c'était le 5e round et dernier de ce dialogue. Je ne sais pas si c'est le dernier pour lui ou c'est tout simplement le dernier. Mais maintenant qu'il parle de dernier round, quelle est la note que vous pouvez lui donner depuis le début de sa prestation comme facilitateur à la facilitation? Non, en ce qui me concerne, vraiment, ça me serait très difficile de donner une note. Parce que lui, il parle du dernier round. Est-ce qu'il y a eu d'autres rounds? Les deux dialogues n'ont jamais eu lieu. Moi, vraiment, ça me serait très difficile. Je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas un enseignant, mais vraiment, la médiation a totalement échoué. Ah ben, si vous parlez de totalement, vous avez déjà donné la note, donc ça veut dire 0. La note, c'est celle-là. Elle est 0. C'est celle-là, la médiation n'a rien. Alexandre? Moi, j'ai été enseignant, donc mais j'étais pas très content de donner un 0. Mais je n'hésitais pas non plus de le donner quand il le fallait. Quand il le fallait. Et donc, lamentablement, comme l'a dit, la médiation a échoué lamentablement. Elle a un bon 0. Il y a notre professeur qui me disait 2 bons 0 pour qu'on ne tente même pas de mettre un avant pour que ce soit... se donne un 100 sur 10. Emmanuel Ngangouroutsé. C'est un échec lamentable, je justifie. Je justifie. Parce que vous comparez les régions, l'Afrique de l'Est,
ce qu'ils viennent de nous faire là, ça fait honte à notre région. Comparer l'Afrique de l'Ouest avec l'affaire gambienne, ils ont terminé l'affaire coloniale. Comparer même l'Afrique australe avec le Zimbabwe. Quand le vieux Mugabe n'a pas marché, on a vu que ça ne marchait pas. L'Afrique du Sud et d'autres pays ont essayé de voir comment arranger les choses. Et bien là, ça marche au Zimbabwe. Même l'Afrique centrale, avec la République centrafricaine, on a convoqué les gens au Tchad et ils ont terminé la chose. Maintenant, eux, ils méritent. Enfin, c'est zéro. Ils ont échoué lamentablement. Il faut qu'ils remettent la médiation à ce qu'ils peuvent. Et ça, il ne faut pas dire que c'est toute l'Afrique de l'Est, ce n'est pas tous les pays. Il y a deux responsables. Le responsable de la Tanzanie et le responsable de l'Ouganda, qui ont des rôles cruciaux à jouer. Le facilitateur, lui, si vous voulez, il est l'envoyé de ces gens-là, des autres pays. Donc, il faut reprendre à zéro la médiation et donner ça aux Nations Unies. Moi, je précise bien, aux Nations Unies. Merci beaucoup pour vos différentes interventions dans cette 53e édition du Club de la Presse qui s'arrête donc ici. Merci à nos invités, Jean-Marie Vianney Hichu-Burundi, le président de l'AJBE, Alexandre Nyungeko, président de l'IBJ, et nous sommes également avec Emmanuel Nguruze. Nous étions également avec Emmanuel Nguruze, qui est le représentant du Sénarède ici au Rwanda. Je vous remercie à tous les trois. Merci. Merci également à toute l'équipe technique qui vous permet de nous suivre sur les différents supports médias des radios Inzamba et RPA, ainsi que de la télévision Renaissance. À toutes, à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.